Il existe une force silencieuse, tapie dans l'ombre de l'esprit humain. Elle ronge l'estime de soi, déforme la perception de la valeur personnelle et trace, avec une précision brutale, les limites invisibles de ce que l'on croit digne de vivre, d'exprimer ou de ressentir. Cette force n'impose pas sa loi par la violence physique, mais par une subtilité psychologique redoutable. Son nom est la honte. Peu d'émotions sont à la fois si mal comprises et si profondément enracinées que la honte. Elle agit comme un parasite émotionnel, se nourrissant du silence, du secret et de l'auto-accusation. Alors que la culpabilité se réfère à un comportement précis, j'ai fait quelque chose de mal. La honte va plus loin. Elle infiltre l'identité même et fait croire à l'individu « je suis mauvais ». C'est dans cette nuance, apparemment subtile, que réside tout son pouvoir destructeur. Dès les premières années de vie, la honte commence à se former de façon presque imperceptible. Elle se cache dans le regard désapprobateur d'un adulte, dans les comparaisons cruelles d'entre frères et sœurs, dans les critiques insidieuses sur le corps, les manières ou la personnalité. L'enfant, dépourvu des ressources pour remettre en question ses messages, en vient à intégrer l'idée que ce qui est mauvais, ce n'est pas ce qu'il fait, mais ce qu'il est. C'est ainsi que débute le processus de fragmentation intérieure. Pour être accepté, il apprend à cacher des parties de lui-même. Pour être aimé, il croit devoir se plier aux attentes extérieures. L'authenticité est alors sacrifiée sur l'autel de l'approbation. Peu à peu, ces messages se transforment en une voix intérieure constante. Un juge invisible qui scrute chaque pensée, chaque geste, chaque élan naturel avec suspicion. Voilà pourquoi tant d'adultes vivent enfermés en eux-mêmes, étouffant leurs désirs, réprimant leurs émotions, redoutant toute trace de vulnérabilité. Ils ont été conditionnés à croire que montrer qui ils sont réellement. Et plus cette structure opère longtemps sans être remise en cause, plus elle se confond avec l'identité elle-même. La personne ne réalise même plus qu'elle vit sous l'emprise de la honte. Elle en vient à croire qu'elle est, en réalité, inférieure, inadéquate, défectueuse. C'est pour briser ce cycle que ce message existe. Pour mettre en lumière les rouages cachés de la honte et rappeler qu'elle n'est pas une vérité absolue sur qui vous êtes, mais bien un système appris, imposé et entretenu par la peur du jugement social. Comprendre comment la honte se forme, comment elle agit, et surtout comment la désactiver, représente l'un des pas les plus libérateurs qu'un être humain puisse entreprendre. Et c'est exactement ce que vous allez découvrir maintenant. Pour comprendre la puissance destructrice de la honte, il est essentiel de la distinguer d'une émotion à laquelle elle est souvent confondue, la culpabilité. Toutes deux sont liées au sentiment d'avoir mal agi ou d'être inadéquat, mais elles fonctionnent sur des niveaux radicalement différents de la psyché humaine et entraînent des conséquences très distinctes dans le développement émotionnel. La culpabilité, lorsqu'elle s'aligne avec la conscience morale, est une réponse saine. Elle nous alerte lorsque nous avons fait quelque chose qui va à l'encontre de nos valeurs ou qui a blessé quelqu'un. Ressentie sincèrement, elle peut mener à la réparation, à l'apprentissage et à la croissance. On pourrait la comparer à un feu de signalisation émotionnelle. Elle indique qu'il faut corriger une action, mais elle ne remet pas en cause l'essence de ce que nous sommes. Le message de la culpabilité est clair. Tu as fait quelque chose de mal, corrige-le. La honte, en revanche, dépasse la frontière du comportement pour attaquer directement l'identité. Elle ne dit pas « tu as fait quelque chose de mauvais ». Elle affirme « tu es mauvais ». Cette différence, en apparence subtile, a des implications dévastatrices, elle. La honte est silencieuse, mais implacable. Contrairement à la culpabilité, qui peut être analysée et traitée rationnellement, elle s'infiltre dans le corps, dans la mémoire émotionnelle, jusque dans les gestes inconscients. Elle se manifeste dans un regard fuyant, une posture figée, la difficulté à s'exposer, à s'accepter, à s'aimer. Et le plus dangereux, c'est qu'elle se camoufle. Souvent, nous ne réalisons même pas que nous agissons sous son influence, car elle est déjà devenue une part de notre manière d'être. Mais alors, où naît cette honte? Comment une force aussi corrosive peut-elle s'installer si tôt et si profondément dans l'esprit humain?
La honte n'apparaît pas avec la naissance. Elle se construit, elle s'enseigne, elle se transmet. Aucun enfant ne vient au monde avec la conviction qu'il y a quelque chose de mauvais en lui. Au contraire, son état naturel est l'authenticité. Exprimer ses désirs, ses émotions, ses élans sans peur ni censure. Pourtant, cet état pur et spontané est réprimé très tôt, souvent par ceux-là même qui devraient protéger et nourrir cette authenticité. Les parents, les éducateurs, la société tout entière. Tout commence par de petits gestes qui semblent insignifiants. Un regard désapprobateur quand l'enfant pleure. Une comparaison subtile avec un frère ou une sœur. Un commentaire impatient face à une question ou à une curiosité. Une punition exagérée pour une simple exploration du monde. C'est dans ces instants que l'enfant commence à intégrer un message dangereux. Si je suis moi-même, je serai puni. Si j'exprime ce que je ressens, je serai rejeté. Si je montre qui je suis, je ne serai pas aimé. Ce processus d'intériorisation est profondément traumatisant, même lorsqu'il se déroule sans cri ni violence apparente. Animé par son besoin vital d'appartenance et de survie, l'enfant apprend à façonner son comportement selon les attentes des adultes. Il commence à réprimer ses émotions jugées laides, la colère, la taie. John Bradshaw, dans son œuvre majeure Guérir la honte qui vous emprisonne, décrit ce faux soi comme une stratégie de survie psychique. L'individu s'éloigne de son essence pour éviter la douleur d'être rejeté. Mais cette séparation a un prix élevé. Elle engendre un vide intérieur, une sensation constante d'inadéquation et une quête insatiable de validation extérieure. Avec le temps, cette dynamique devient automatique. L'adulte, autrefois enfant, apprend à censurer ses propres pensées et émotions avant même de les exprimer. Il ne se rend même plus compte qu'il se cache, car il a oublié qui il était avant de s'adapter. Pire encore, il commence à juger et rejeter les autres avec la même sévérité dont il a été victime. La honte intériorisée ne nous enferme pas seulement. Elle devient un schéma que nous reproduisons inconsciemment dans nos relations, dans l'éducation de nos enfants, dans notre vie professionnelle. C'est un cycle qui s'auto-entretient. Et pour le briser, il faut comprendre comment cette honte, une fois implantée, se transforme en un système de surveillance intérieure, un mécanisme psychologique qui nous empêche de vivre avec liberté et authenticité. Une fois installée, la honte cesse d'être une simple émotion réactive pour devenir un véritable système de contrôle psychique. Elle devient une présence constante, un juge invisible qui accompagne chaque pensée, chaque geste, chaque élan. Et le plus pervers, c'est que ce juge n'est pas extérieur, il vit en nous. Cette surveillance intérieure est si subtile et automatique que la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils s'observent eux-mêmes en permanence. C'est cette voix interne qui murmure. Ne parle pas trop. Ne montre pas ça, c'est ridicule. Personne ne te prendra au sérieux. C'est ce malaise qui surgit quand on ose être authentique, puis qu'une vague de honte nous submerge, comme si avoir été vrai était une faute. C'est cette censure constante, ce besoin d'approbation. Ce juge intérieur, forgé par l'enfance et renforcé tout au long de la vie, s'installe comme une instance punitive permanente. Il ne guide pas, il condamne. Il ne corrige pas avec sagesse, il humilie. Et plus il est intériorisé, plus l'individu confond cette voix avec sa propre conscience. Mais ce n'est pas la conscience, c'est du conditionnement. Ce n'est pas de la prudence, c'est la peur déguisée en raison. Ce système de surveillance agit comme une prison sans mur. Il empêche d'expérimenter la liberté d'être soi-même. Les désirs sont réprimés, les idées filtrées, la spontanéité sacrifiée. La personne vit sous autocontrôle permanent, anticipant les jugements, évitant toute situation qui pourrait l'exposer au regard d'autrui. Mais le vrai problème n'est pas tant le regard des autres. C'est ce regard intériorisé, devenu une alarme permanente qui déclenche la honte à chaque instant. Michel Foucault, dans son analyse des mécanismes de pouvoir et de contrôle social, explique comment le regard de surveillance devient plus efficace lorsqu'il est intériorisé par l'individu lui-même. Le pouvoir n'a alors plus besoin de s'imposer de l'extérieur.
il est automatisé, normalisé, internalisé. La honte fonctionne exactement de cette manière. C'est le mécanisme psychologique qui garantit la conformité, sans qu'il soit nécessaire d'exercer une contrainte extérieure. Le résultat? Une vie gouvernée par la peur. La peur d'échouer. La peur d'être vu. La peur de ne pas être assez. La honte vide l'individu de son courage, de sa créativité, de son authenticité. Elle le réduit à une version diminuée de lui-même. Une version acceptable, apprivoisée, domestiquée. Mais si la honte agit de façon si silencieuse et efficace, comment la reconnaître? Comment percevoir quand nous vivons sous son emprise? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Identifier les déclencheurs de la honte, les voix qui nous sabotent, les schémas de pensée qui maintiennent actif ce jugine. La honte se présente rarement de façon évidente. Elle ne frappe pas à la porte en annonçant son arrivée. Elle se déguise. Elle adopte des tons doux, des phrases intérieures qui semblent raisonnables, des gestes automatiques qui paraissent naturels. C'est pourquoi l'identifier demande un travail minutieux de conscience de soi. C'est aussi l'une des étapes les plus difficiles du chemin vers la libération. Tout d'abord, il faut comprendre que la honte vit dans le langage. Écoutez les mots que vous vous répétez dans les moments de difficulté. Je suis un échec. Personne ne m'acceptera comme ça. Je ne suis pas assez bien. Je gâche toujours tout. Ces phrases ne décrivent pas simplement une situation. Elles portent une affirmation sur ce que vous êtes. Et c'est là le cœur de la honte. Elle n'attaque pas le comportement, elle attaque l'être. Un autre signe évident réside dans les schémas d'évitement. La honte se manifeste lorsque vous fuyez les situations où l'on pourrait voir qui vous êtes vraiment. Vous évitez de parler en public, de donner votre avis, de prendre des risques créatifs, d'exprimer vos désirs, de poser vos limites. Non pas par manque de capacité, mais à cause de cette peur paralysante. Celle que, si vous vous montrez, on découvre que vous êtes indigne. La honte se nourrit de la peur de l'exposition. Elle se traduit aussi dans des comportements d'autosabotage, procrastination chronique, addiction, compulsion, isolement social, perfectionnisme. Tous ces schémas trouvent leurs racines profondes dans la honte. Ils ne sont pas de simples mauvaises habitudes. Ce sont des stratégies inconscientes pour éviter la douleur du jugement, la douleur du rejet, la douleur de ne pas être assez. Souvent, la personne ne réalise même pas qu'elle se sabote. Elle ressent seulement un poids, une fatigue, une voix intérieure qui répète « ça ne sert à rien d'essayer ». La honte a aussi tendance à se projeter sur les autres. Les personnes. Reconnaître ces signes est douloureux. Cela demande du courage, de la patience et une honnêteté profonde envers soi-même. Mais c'est aussi une étape libératrice. Car dès l'instant où vous identifiez la voie de la honte, vous commencez à séparer ce qui est vraiment vous de ce qui est simple conditionnement. Vous réalisez que ce juge intérieur n'est pas votre vérité, mais l'écho du passé. Et alors une question inévitable surgit, que faire de cela? Maintenant que vous avez reconnu l'ennemi, comment le désactiver? Comment réduire au silence ces voix intérieures qui sabotent votre liberté? La réponse se trouve dans la self-compassion, l'autocompassion. Mais pas dans cette version superficielle qui minimise la souffrance. Je parle d'une compassion active, profonde et courageuse. Car la honte prend racine lorsque l'on croit devoir mériter l'amour, l'acceptation, le respect. Lorsqu'on conditionne sa valeur à la performance, à l'apparence, ou à un idéal impossible à maintenir. Rompre ce cycle demande bien plus que de la volonté. Il faut la bravoure de faire face à ses blessures, et surtout, cultiver l'autocompassion. Contrairement aux idées reçues, l'autocompassion n'est pas de la complaisance aveugle envers soi-même. Ce n'est pas faire semblant que rien ne fait mal. Ce n'est pas se répéter des mantras vides devant un miroir pour forcer l'estime de soi. La véritable autocompassion est un acte révolutionnaire. C'est reconnaître sa douleur avec lucidité et rester présent malgré elle. C'est regarder ses parties les plus vulnérables sans mépris, sans jugement,
sans fuite. C'est créer en soi un espace où l'on peut exister pleinement, même avec ses failles, ses imperfections, ses cicatrices. Christine Neff, l'une des principales chercheuses sur le sujet, affirme que l'autocompassion n'est pas une faiblesse, mais une puissante forme de régulation émotionnelle. Lorsque vous pratiquez cette attitude, votre système nerveux sort peu à peu de l'état d'alerte permanent. Mais pour en arriver là, il faut franchir une étape cruciale, affronter la voix intérieure de la honte. Cette voix, que vous avez peut-être crue pendant des années comme une vérité indiscutable, doit être remise en question. Vous commencez alors à demander « Qui m'a appris à me voir de cette façon ? D'où vient cette croyance que je suis inadéquat ? Qu'est-ce qui me fait penser que ma valeur dépend du regard des autres ?» Ces questions ne sont pas de simple rhétorique, elles sont des outils de démantèlement. Car en y répondant honnêtement, on comprend que la honte que l'on porte ne nous appartient pas en réalité. Elle n'est pas née avec nous. Elle a été apprise. Et tout ce qui est appris peut être reconfiguré. C'est là le véritable tournant. Réalisez que vous n'êtes pas le problème. Vous avez un problème qui s'appelle la honte. Mais ce problème ne définit pas qui vous êtes. Pratiquer l'autocompassion, c'est aussi s'autoriser à faire des erreurs sans s'autodétruire. C'est comprendre que l'échec fait partie de l'expérience humaine et qu'il n'y a pas de chemin authentique sans trébuchement. C'est commencer à se traiter comme on traiterait un enfant blessé, avec fermeté, mais aussi avec douceur, avec responsabilité, mais aussi avec amour. Petit à petit, le cycle commence à se briser. La honte, autrefois toute puissante, perd de son emprise. Elle ne disparaît pas du jour au lendemain, mais elle cesse d'avoir le monopole sur votre identité. Et c'est cela, la véritable liberté. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Car comme nous l'avons dit, la honte survit dans l'ombre. Pour l'affaiblir durablement, il faut l'exposer. Dans la dernière étape, nous allons explorer comment mettre la honte en lumière pour transformer radicalement sa présence et ouvrir un nouveau chemin. Celui d'une vie vécue avec authenticité, courage et vérité. La honte est un parasite psychologique qui ne survit que dans les environnements d'ombre, de silence et de secret. Elle se nourrit de ce qui n'est pas dit, de ce qui est caché, de ce que l'on tente d'effacer en soi. Mais lorsque vous trouvez le courage de la regarder en face, de la nommer, de raconter votre histoire, même seulement à vous-même, quelque chose d'extraordinaire se produit. La honte perd de sa force. Non pas qu'elle disparaisse totalement. Elle essaiera toujours de revenir, de chuchoter ses vieux mensonges dans les moments de vulnérabilité. Mais désormais, vous savez que cette voix n'est pas vous. Vous savez que cette douleur ne définit pas votre valeur. Vous savez que cette prison n'est pas éternelle. Car la honte, une fois exposée à la lumière de la conscience, commence à se dissoudre. Elle n'a jamais été une vérité, seulement une construction. Un mensonge répété si souvent qu'il paraissait réel. La clé d'une vie authentique et courageuse n'est pas de devenir parfait, mais de s'autoriser à être humain. À se tromper, à ressentir, à changer d'avis, à être vulnérable, à échouer, et malgré tout, à continuer de s'aimer. La honte veut vous convaincre qu'il y a en vous quelque chose qui, si révélé, ferait que personne ne pourrait vous aimer. La vérité est exactement l'inverse. C'est en vous exposant avec sincérité que l'amour véritable devient possible, y compris l'amour de soi. Peut-être portez-vous encore aujourd'hui des poids anciens, des phrases entendues dans l'enfance, des regards qui vous ont marqué, des expériences qui ont laissé des cicatrices. Mais maintenant, vous avez des outils. Vous avez les mots. Vous savez où regarder. Et quand on voit clairement, on n'est plus prisonnier. On n'a plus besoin de se cacher. On n'a plus besoin de se modeler. On n'a plus besoin de s'excuser d'exister. Vous n'êtes pas votre traumatisme. Vous n'êtes pas vos échecs. Vous n'êtes pas l'image déformée que d'autres ont projetée sur vous. Vous êtes un. Si ce message a éveillé quelque chose en vous, laissez un commentaire. Je choisis de vivre dans la vérité. Votre vulnérabilité peut inspirer d'autres personnes qui, elles, vivent encore dans le silence.
Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots, partagez-les. Diffusez cette lumière. N'oubliez pas, continuez le chemin. La prochaine étape est importante pour votre parcours. Vous avez déjà commencé ce processus. Ne vous arrêtez pas maintenant. La honte ne vous contrôlera plus. Jamais plus.